Bonjour à tous et bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Aujourd'hui, Supriniro vous propose un voyage aux frontières de la psychologie et de l'exploration humaine. Nous partons à la rencontre d'un groupe de chercheurs du laboratoire Interpsy spécialisé dans l'étude des expériences exceptionnelles et des états modifiés de conscience. Le pari de Renaud Evrard et de son équipe, transformer des années de recherche scientifique en un jeu immersif baptisé Psychonautes. Un espace ludique et réflexif entre escape game et exploration intérieure qui invite chacun à s'aventurer dans les méandres de la conscience humaine. Trans, expériences mystiques, phénomènes inexpliqués, ensemble, nous allons comprendre ce qui se cache derrière cette création unique, comment le jeu aborde ces expériences si souvent mal comprises et ce qu'il peut nous apprendre sur nous-mêmes. Si vous êtes curieux de comprendre ce qui se passe vraiment dans ces expériences, restez avec nous. Bonjour Renaud Evrard. Bonjour. Bonjour Marine Mutis. Bonjour. Bonjour Nathan Ullery. Bonjour. Je prononce correctement? Ullery, ouais, c'est très bien. Parfait. Je vous remercie d'être là aujourd'hui pour nous parler d'une création, de quelque chose qui commence à circuler sur les réseaux et que j'ai vu et qui m'a profondément intéressée. Il s'agit d'un jeu que vous avez conçu tous les trois, et je vous remercie d'avoir accepté l'invitation de Supriniro pour en parler, pour nous le présenter. Dans un premier temps, est-ce que vous pourriez nous donner un petit peu le descriptif de ce jeu, sa notice d'utilisation, de quoi il s'agit? Je crois qu'il s'agit d'un jeu de cartes immersif. Ouais, donc Psychonautes, c'est effectivement un jeu de cartes dit de deck building où on va essayer de construire un petit peu sa main comme elle nous arrange autour des dispositifs de transe et des états de conscience modifiés. Donc on va pouvoir jouer des dispositifs qui permettent d'atteindre des états de transe, mais attention quand même à ne pas être embêté par ses concurrents qui vont essayer de nous ralentir un petit peu dans cette course à l'éveil qu'on cherche tous à gagner. De ce que je comprends, il y a des défis quand même à relever tout au long de ces parties qui durent combien de temps à peu près, une partie? On est autour de 45 minutes en général, surtout parce qu'on fait beaucoup de parties d'initiation et du coup il y a un temps d'adaptation aux règles, mais ça peut être plus rapide quand on commence à connaître. Et l'enjeu, justement, au final, c'est l'éveil, c'est d'atteindre l'éveil. C'est l'éveil spirituel, d'être le premier réveillé autour de la table. Oui, on joue avec pas mal de dérision sur la quête spirituelle, expérientielle, de ceux qu'on appelle les psychonautes, qui sont des voyageurs de l'esprit, qui veulent aller explorer comme ça vraiment les tréfonds du psychisme, du transcendant, avec plein de modalités différentes. Et donc, c'est des choses que les gens font déjà, dont on parle peut-être peu ou mal dans certains milieux ésotériques, très peu dans les milieux universitaires et scientifiques qu'on fréquente, mais ça fait l'objet de beaucoup de recherches. Et c'est ça, en fait, qu'on essaie de transmettre, qu'il y a aussi des concepts techniques, il y a aussi finalement plein de choses qui sont étudiées à gauche, à droite, et qui sont intéressantes au-delà de simplement la quête spirituelle, aussi pour des aspects thérapeutiques et de compréhension du fonctionnement de la conscience. Et justement, je vais poser ma première question. Qu'est-ce qui vous a donné envie de transposer vos recherches sur les états modifiés de conscience dans un jeu immersif? Moi, j'ai oublié, je sais plus comment c'est. C'était il y a à peu près un an. La réponse très honnête serait de dire qu'on avait un petit peu de temps devant nous pour des raisons Tu peux le dire. Ouais, en fait, tout est parti du fait qu'on avait un petit peu de temps de rab dans ma thèse, puisqu'on avait des soucis à obtenir des autorisations pour réaliser les recherches. Donc, on avait un petit creux dans l'emploi du temps. Les partiels étaient terminés. Et les partiels étaient terminés. Donc, fin d'année universitaire, ennui universitaire. On s'est regardé tous les trois, on s'est dit pourquoi est-ce qu'on ferait pas un jeu? Enfin, tu nous as regardé et tu nous as dit pourquoi est-ce qu'on ferait pas un jeu plutôt. C'est une période où on a aussi créé un escape game autour de nos recherches qui s'appelle Scandale au labo, le professeur et la particule magique. Un escape game qu'on a soumis à un appel interne dans l'université et sur lequel on a été soutenu.
Et en fait, ça nous a vraiment emballé de développer ce type de projet, de rencontrer plein de publics différents qui connaissent pas forcément ni la psycho, ni ce qu'on fait dans notre laboratoire interpsy, ben voilà, d'avoir des modalités très ludiques. Il se trouve que, ben, surtout Marine et moi, moins Nathan, qui est un peu, bon, voilà, on est très très joueurs, on joue à beaucoup de jeux de société. Donc ça fait vraiment partie un petit peu de notre ADN et du coup c'est un prolongement de nos activités quoi. Lequel d'entre vous a dessiné les cartes, a eu l'idée des cartes? Du design, Ouais. c'est un travail collaboratif entre Marine et moi. C'est-à-dire que Marine a plutôt l'idée de à quoi vont ressembler les cartes, et c'est moi qui vais le mettre en œuvre derrière, Qui va coder qui les vais cartes. coder tout se déroule en ligne de code et qui va générer les cartes par Marine, PNL. elle a le sens de la couleur, de l'harmonie. C'est Euh, l'artiste de l'équipe. ouais, voilà, elle aide de dessiner des logos, des icônes, des choses comme ça. C'est aussi elle qui a donné le nom du jeu. Et après, les illustrations des cartes en elles-mêmes, elles ont été faites par intelligence artificielle. Pour plusieurs raisons, parce que déjà, c'était un peu pour jouer entre nous, c'était plus rapide, on n'avait pas non plus de budget pour payer une vraie illustratrice ou illustrateur, ce qui pourra peut-être être fait dans une version ultérieure du jeu. Mais là, ça ne mettait pas de frein à notre créativité. On racontait n'importe quoi en prompt à l'intelligence artificielle et il nous revenait n'importe quoi et on prenait tout ça et ça fonctionnait bien. On peut en voir une carte, peut-être. Je ne sais pas si ça va bien passer à l'écran pour. Ouais. Alors, ici, on a deux dispositifs de tranche, et un peu plus haut. Ah, oui. Voilà, donc elles ont toutes ce format-là, et puis hop, le dos, qui est également généré par IA. Alors le dos, par exemple, c'est toute une histoire parce que l'intelligence artificielle, celle-ci en question, ne sait pas écrire. Elle ne sait pas mettre les lettres dans le bon ordre. Et la seule fois où elle a réussi à écrire Psychonautes correctement, ça a été avec une image qui tient vraiment bien la route, qui crée déjà un univers. Et pour le coup, ben, on a gardé tout ça. Et autrement, par exemple, là, on a un casque de réalité virtuelle. On ne voulait pas un modèle du marché. On ne voulait pas quelque chose d'une marque particulière. Donc, c'est très bien que ça invente autour du concept de casque virtuel, même en exagérant la taille, en déformant pas mal de choses. Là, on a une carte qui est relative à une méthode qu'on appelle Wim-Hof, qui vient d'un néerlandais ayant développé une forme de méditation tout mot qui lui permet de réguler la température corporelle. Et grâce à ça, il a battu plusieurs records de résistance au froid, scientifiquement validés, etc. Et donc, il y a vraiment des études scientifiques. D'ailleurs, on a un de nos collègues doctorants qui est juste actuellement dans un centre Wim-Hof en train de faire des études de neuroimagerie sur les aspects associés à tout ça. Et en même temps, c'est assez fascinant de se dire qu'on peut avoir une forme de fakirisme comme ça, transposé de l'Orient vers l'Occident. Donc voilà, c'est une carte qui invite à découvrir tout un univers. Et le visuel, il est assez sympa. C'est un vieil homme qui prend son bain tranquillement au milieu d'une banquise. Et voilà, l'IA, on aurait voulu prendre une séance photo comme ça, on n'aurait jamais réussi. Ouais. Donc, ouais. Et la question que je me pose, c'est quelles expériences exceptionnelles vous avez choisi d'explorer dans ce jeu? Est-ce qu'il y a un thème par carte ou est-ce que plusieurs cartes reprennent le même thème? Est-ce que vous avez choisi les EMI, les trans, les hallucinations? Alors du coup, chaque carte est unique. Chaque carte va vraiment parler d'un dispositif de transe ou aussi de difficultés ou de facilités qu'on peut avoir dans la recherche. Parce qu'il n'y a pas que les cartes de transe. Et du coup, ouais, en fait, on a cherché à illustrer tous les dispositifs possibles. Bon, alors, il doit sûrement en manquer, mais on a essayé de faire le plus large possible. Donc oui, il y a les expériences de mort imminente, tout comme les casques de réalité virtuelle, la transe cognitivo-induite, la danse aussi, certains rituels chamaniques ou des contrées nordiques. Donc voilà, il y a beaucoup de dispositifs et tous sont des dispositifs qui sont susceptibles de mener à un état de transe, à un état modifié de conscience. C'est le facteur commun. Il faut dire que dans nos recherches, on a longtemps travaillé sur les expériences spontanées. D'ailleurs, on n'a pas vraiment arrêté. Il y a des expériences qui ne rentrent pas encore dans le cadre du laboratoire, mais on se rend compte qu'il y a aussi de plus en plus de gens qui tentent de provoquer, d'induire ces expériences. Alors parfois sauvagement, parfois c'est commercialisé. Il y a de plus en plus une démocratisation de certains outils. Par exemple, on a des thèses sur des lampes stroboscopiques
qui envoient des flashs lumineux, ça coûte dans le commerce autour de 25 000 euros. Donc nous, on s'est fait prêter ces lampes pour la recherche, mais il y a eu des modèles de plus en plus récents et de moins en moins chers, et on va trouver maintenant un truc autour de 900 euros qui a peut-être pas les mêmes capacités de programmation et les mêmes effets que ce que nous, on a en laboratoire, mais il y a plein de gens qui l'achètent pour le tester chez eux, qui se posent voilà, un certain nombre de questions, qui vivent des expériences extrêmement fortes. Et je crois qu'il y a absolument personne qui se soucie des indications, des contre-indications, des véritables effets qui sont derrière. Donc, on a vraiment un rôle à jouer en tant qu'universitaire pour faire la passerelle entre ces dispositifs qui infiltrent le marché et en même temps qui demandent une prise en charge, une prise en compte quand même rigoureuse. Justement, donc j'allais vous demander sur quels travaux ou théories vous aviez fait reposer la conception du jeu. Donc là, vous avez répondu en partie. Est-ce qu'il y a d'autres études? Oui, alors le champ, je suis désolé, vous me dites, hein, je prends trop, mais le champ des états non ordinaires de conscience, c'est encore très problématique, au sens où on n'a pas une définition très claire. Il y a plein d'auteurs qui proposent des modèles qui sont pas encore très compatibles les uns avec les autres. Moi, j'ai fait reposer une grande partie de mon repérage initial sur les travaux du docteur Hubert Larcher, qui n'est absolument pas connu, qui était un médecin français, lui-même a fait sa thèse sur l'incorruptibilité de la chair, c'est-à-dire les personnes qui, à leur mort, vont finalement s'auto-embaumer spontanément à partir d'une sorte d'huile d'embaumement générée à partir de leur propre graisse. Et c'est un défi à la compréhension psychosomatique du fonctionnement de la mort. Et il a fondé plus tard la Société française de thanatologie, il a cofondé, et il s'intéressait aussi à toute la phénoménologie ascétique et mystique. Et donc, il a développé dans les années 80 un modèle des trans qui va finalement distinguer deux penchants. Un penchant qui est très vers le vivant, vers la stimulation énergétique du corps et de l'esprit, où en fait on pousse le corps à son maximum, et un autre versant qu'on appelle thanatique, qui renvoie vers ce qui se rapproche de la mort. À quel point en se coupant, en se dissociant, en allant vers une sorte de mortification, on pousse aussi le corps vers une sorte de libération d'esprit. Et on a des trans extrêmement puissantes, et notamment sur lesquelles peut travailler Marine Mutis. Donc moi, j'ai travaillé sur l'expérience de mort imminente, mais Marine a travaillé sur la lucidité terminale, considérée comme une sorte de transe à l'approche de la mort. Et donc, Larcher a vraiment creusé ce versant-là, sachant que beaucoup d'autres psychologues sont plutôt intéressés aux états très mystiques et portés vers le ciel, vers l'élévation, alors que les deux sont vraiment très intéressants. Donc, nos cartes vont dans ces deux directions, thanatique et biotique. Ça, c'est un premier découpage. Et puis, on a un deuxième découpage en fonction de comment est induite la transe, c'est pas forcément de ce qu'elle apporte ou de ce qu'elle retire, qui est rituel ou technique. On a changé il y a pas longtemps, j'ai encore du mal. Rituel ou technique. Est-ce que la transe va être induite par une technologie, une substance, un élément créé par l'homme, ou bien par un rituel, groupal ou non, mais qui n'implique pas un élément en soi? Et ça, cette distinction, elle est faite aussi par un médecin français pas connu, parapsychologue qui s'appelle François Favre, qui est décédé. François Favre, il dit qu'une technique n'a pas besoin d'une participation psychique. Par exemple, je fais une chirurgie, je suis sous anesthésie, ça peut fonctionner. J'ai pas besoin d'être d'accord. Par contre, un rituel ne peut pas se faire sans moi. Je suis toujours volontaire et impliqué dans le cadre du rituel. Et donc, pour le coup, on peut bien dire que quand on applique strictement ces critères, une psychothérapie ne peut jamais être une technique. Une psychothérapie, c'est toujours quelqu'un qui est vraiment là et qui joue le jeu avec le thérapeute. Donc ça se fait ensemble, et même si on fait de l'autothérapie ou par exemple de l'auto-hypnose, on est mentalement impliqué dans la tâche. Et donc cette distinction nous a permis un petit peu de ranger les cartes à ce niveau-là, et ensuite on les a classées aussi en termes de puissance par rapport aux effets qui ont pu être constatés dans la littérature scientifique, ou les choses qui nous plaisent le plus, on leur a mis plus de puissance. Ouais.
Et comment vous avez, alors vous allez peut-être nous dire combien il y a de cartes en tout, et comment est-ce que comment vous avez validé scientifiquement les mécanismes du jeu pour rester fidèle aux phénomènes psychologiques que vous étudiez? Alors, il y a plus d'une centaine de cartes, mais alors le nombre exact, 108, je crois. Alors 108 dans le jeu de base, mais on a déjà une extension qui regroupe encore une centaine d'autres cartes. C'est pas infini, très clairement, Non. mais il y a vraiment beaucoup plus de choses. Et récemment, on a présenté le jeu dans un colloque de spécialistes des trans. Et ben, autour de la table, les gens apprenaient des choses. Il y a vraiment une culture très large parce que faut pas regarder simplement ce qui existe en France ou en Occident. Il y a vraiment des dispositifs qui sont spécifiques, générés, propres à plein de cultures différentes. et après, pour les méthodes de jeu, bah, il y a pas de technique spécifique. En fait, on s'est beaucoup inspiré d'autres jeux de société. Et certaines mécaniques, du coup, on a appliqué, d'autres qu'on a complètement transformées. Je pense pas qu'on en ait créé particulièrement parce que c'est difficile de créer vraiment des règles de jeu à part entière au milieu de tous les jeux qui existent aujourd'hui. Mais en faisant des adaptations et des mélanges comme ça, bah, on a quelque chose qui est pas forcément vu ailleurs de cette manière-là dans le jeu. Il y a aussi cette idée, bon, les cartes de trans, en fait, elles ont un numéro, il y a un style, et puis elles avancent comme ça, mais il y a beaucoup de cartes un peu plus techniques, du type ce qu'on appelle les dissuasions, qui permettent de freiner les adversaires, si on en trouve. Voilà, merci, l'expérience interdite, voilà, celle qui est sortie, Ah, qui fait référence, du coup, je sais pas si vous l'avez, à un film en anglais qui s'appelle Flatliners, qui est traduit en français. Expérience interdite, où des médecins dans la morgue d'un hôpital essayent de pousser l'exploration de la mort avec à leur risque et péril pour explorer tous ces eaux-là. Sauf que voilà, expérience interdite parce qu'à un moment, faut mettre des barrières à ce type de choses un peu sauvages. Et donc, cette carte, on se dit, mais comment on la traduit dans notre univers? Et c'est vraiment tout ce passage-là, à chaque fois, il y a une sorte de dire, mais qu'est-ce qu'on va apporter de plus? Comment elle reflète certains aspects qu'on peut jouer? Et donc là, forcément, l'expérience interdite, elle interdit de creuser les trans thanatiques, les trans qui vont vers la mort. Et elle a interdit de jouer des cartes de ce type-là, typiquement. c'est très clair. On est toujours dans la jeunesse du jeu. Vous avez répondu un petit peu tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a une valeur pédagogique aussi? Le jeu vise-t-il à sensibiliser le grand public ou à recueillir des données qui peuvent vous servir après à vous dans vos travaux de recherche? Alors, recueillir des données peut-être pas, se connecter avec des personnes qui, à terme, pourraient être recontactées ou participer, oui. Mais par contre, l'objectif du jeu est vraiment de sensibiliser le grand public, de faire connaître les recherches, de faire connaître un peu tout ça. Et d'ailleurs, on a intégré ça dans le jeu puisque, alors ça se voit pas très bien, mais en bas à gauche de toutes les cartes, il y a un petit QR code qui peut être scanné et qui renvoie vers une page d'information sur les recherches associées en fait au dispositif ou à la notion qu'aborde la carte. Et donc, quand on fait des parties de médiation, on apporte nous-mêmes déjà certains aspects. Donc, quand les cartes sont utilisées, jouées, on décrit un petit peu ce que ça représente. Et pour encore plus d'informations, les gens peuvent aller chercher. Et donc, ils peuvent aussi, sur le coup, nous poser des questions. Voilà, donc on fait découvrir nos recherches, nos difficultés, et aussi un petit peu toutes les notions dans ce champ-là. Donc, c'est vraiment l'objectif de sensibilisation, de diffusion de ces travaux-là, encore méconnus, surtout dans le champ universitaire, qui est un petit peu l'objectif du jeu. Merci Marine. Quelles découvertes en psychologie ou en sciences humaines vous ont inspiré dans la conception de ce jeu? Waouh! Nous, on baigne dedans depuis un certain Oui, temps. en Hein. fait. Il y a quand même les travaux sur des systèmes en ornière de conscience. Il y en a quand même des très bons en français. Là, je pense notamment récemment, Antoine Bioy a publié chez Duno un grand livre des trans qui est quand même un beau tour d'horizon du sujet. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus étudié dans le monde anglo-saxon. Et il y a pas de laboratoire spécialisé dans les systèmes en ornière de conscience en France. Nous, on travaille avec Paris 8, où il y a Antoine Bioy en question, qui a créé un DU pour travailler la question des trans, dans lequel il y a des enseignements de plein d'horizons, de plein de disciplines. Et d'ailleurs, on a créé une carte du DU trans qui nous permet du coup de piocher des cartes parce que ça donne des renseignements, ça nous apprend des nouvelles choses. Donc voilà, c'est vrai que scientifiquement,
il y a plein de choses au niveau de la recherche, pas forcément en français, très peu de choses traduites correctement, mais surtout il y a un grand décalage entre ce qu'on pourrait dire du développement personnel, des choses qui sont souvent très médiatisées autour des trans, avec les dangers que ça peut comporter, parce que il peut y avoir un projet qui est plutôt commercial, idéologique et rarement scientifique. Je vais prendre un exemple. Merci, Marine me tend une carte. Témoignage de star. Voilà, une star va vivre, je sais pas, une expérience soit ayahuasca, va en parler dans un livre, à la télé, etc. Tout en disant aux gens, mais faut quand même pas le faire, hein, c'est interdit, c'est illégal. Et en fait, c'est hyper incitatif. Il y a très peu de choses qui sont vraiment préparées, prévues pour encadrer tout ça. On ne dit pas que en soi, l'ayahuasca est mauvais. Il y a des études qui sont réalisées dans d'autres pays avec des autorisations, avec un cadre médical et psychologique adapté. Mais très clairement, là, la culture, elle est un peu coincée, notre culture actuelle, puisque on est dans une société un peu qui vit contre la transe. C'est-à-dire, on nous apprend pas dès notre jeune âge qu'est-ce que c'est, comment l'apprivoiser, alors que des gens peuvent faire une sortir du corps à 5 ans ou des choses comme ça. Et du coup, ce décalage-là culturel fait que les gens vont aller chercher des réponses en marge à côté. Et là, on a envie de leur dire, mais vous savez, il y a aussi des approches rigoureuses, scientifiques qui existent de tout ça. Marine m'a tendu une carte. Je laisse soulever. Oui. Qui est le Festival des Anomalies. Alors, voilà. À l'instar du coup du DU Trans qui parle du DU sur les trans qui existe, le Festival des Anomalies existe bel et bien lui aussi, et c'est très bientôt. Puisqu'en fait, c'est un festival qu'on a monté tous les trois avec d'autres personnes. On n'était pas que tous les trois cette fois-là. Pour parler de toutes les anomalies en dehors même des états de transe. Hein. Vraiment, on va chercher très très large sur tout un week-end à Mont-de-Lange, les 26 et 27 avril. C'est près de Metz. Voilà, près de Metz, en Lorraine. L'idée étant de réunir sur un week-end des conférenciers, des jeux, des animations en tout genre, des dédicaces, des artistes, tout ce qu'on peut imaginer dans un festival alliant à la fois culture pop et culture scientifique autour des questions paranormales. Et donc, ça s'est organisé par l'association Anomalie. On a cofondé avec d'autres personnes du laboratoire, mais aussi de librairies et de personnes intéressées. Et donc, c'est une association qui va bientôt fêter ses 1 an et qui travaille à la médiation sur les expériences exceptionnelles et les anomalies. Alors, ceux qui veulent participer, qui veulent se rendre sur place, ils s'adressent où? Ils viennent, c'est gratuit, c'est entièrement gratuit. Ouais, c'est ça. Les activités, parfois, il n'y a pas 15 000 places. Par exemple, pour faire l'escape game, c'est 6 personnes en même temps maximum. Du coup, il y a un système de réservation, mais tout reste absolument gratuit. On a bénéficié du soutien de l'université. Il y a un label dans notre université de Lorraine qui s'appelle Science avec et pour la société. Et donc, c'est vraiment cette idée du dialogue. Comme on disait, l'association Anomalie, c'est la moitié sont des universitaires, l'autre moitié viennent de la société civile. Et il y a vraiment un envie en fait de cette rencontre des deux côtés, parce que en fait, on n'est pas des chercheurs psychologues dans notre tour d'ivoire. On sait que ce qu'on fait écho à plein de vécus personnels des gens, à plein aussi d'offres disponibles là dans la vie réelle, mais qui sont pas forcément sous les radars des chercheurs. Et donc, on essaie de se rapprocher de ça, de créer des espaces où les gens peuvent échanger. Donc voilà, dans ce festival, il y a aussi un moment, c'est juste un café où on discute des expériences. Il y a un autre moment, c'est une artiste qui propose de mettre en forme soit l'intérêt qu'on peut avoir pour les anomalies, genre dessine-moi un ovni, ou alors une expérience personnelle qu'on pourrait sublimer de cette façon-là. Et du coup, c'est un festival qui a lieu à l'archéosite celtique de Mont-de-Lange sur les 26 et 27 avril de cette année. Alors, vous me ferez passer une petite affiche ou un lien que je mettrai dans la description de la vidéo pour pouvoir communiquer sur cet événement. Bien sûr. Vous avez un petit peu répondu tout à l'heure sur le côté aussi informatif de ce jeu. Et du coup, en quoi ce jeu permet-il de mieux comprendre ce que vivent les personnes confrontées à des expériences hors du commun? Ouais, ça, je dirais que c'est déjà au travers du travail de médiation que nous, on va faire, dans le sens où pour l'instant, le jeu, on accompagne, donc on est présent, on joue pas forcément, mais en tout cas, on est là, on explique les cartes, et c'est l'occasion de répondre à des questions, d'amener des informations,
Donc c'est plutôt de cette manière-là, là où les QR codes peuvent aussi faire ce travail, mais c'est quelque chose qui est plus, si les personnes sont curieuses, elles peuvent aller scanner et lire. Mais tant qu'on est là, nous on peut expliquer, accueillir, un petit peu d'ailleurs à la fois dans un rôle de médiateur, mais aussi avec notre oreille de psychologue. Du coup, Et il se peut parfois, quand on fait la médiation, qu'on commence par parler pendant 1 heure. Chacun a envie de témoigner de son vécu et on joue après avec ça, avec le fait qu'on a pu mettre en commun des choses qui sont d'habitude de l'ordre du privé, voire du tabou. Donc ça, on est tout à fait ouvert parce que de toute façon, enfin, moi personnellement, j'ai déjà donné beaucoup de conférences et systématiquement, ça se finit par des gens qui viennent vous voir, qui demandent s'ils peuvent vous confier des choses très intimes. Et donc, voilà, ce jeu, il dit, ben ouais, parlons-en, en fait, ça existe pour plein de monde, ça existe aussi pour le monde universitaire. Donc, il doit avoir des mots pour dire ces choses-là, il doit avoir des possibilités de travailler. Après, on a quand même ce petit danger, c'est qu'on reste critique. Et dans le jeu, on s'en amuse, mais très souvent, on a des bad trips. On a des expériences qui échouent totalement. On a des obstacles qui sont vraiment virulents, difficiles, qui viennent du monde de la recherche, du monde de la société, des conflits entre les différents groupes religieux et spirituels. Et donc, ça montre bien que derrière ces atours un peu gentils, un peu bisounours, c'est un monde assez cruel, assez égoïste aussi, avec des possibilités d'inflation de l'ego, de mégalomanie. Et donc, il y a des risques au niveau de dérives sectaires, il y a des dérives en santé. Et donc, on amène ces questions-là, un peu d'esprit critique, parce que l'idée, c'est pas d'être non plus incitatif en disant, vous avez vu, vous n'avez pas testé encore ce truc-là, mais ça existe, allez-y. Surtout qu'on va parler des drogues psychédéliques. Il y en a tout un rayon. Il y a des travaux de plus en plus intéressants qui arrivent en France progressivement, mais il y a quand même une mésinformation, voire une désinformation très importante sur ces sujets qui font que les gens consomment pas correctement, pas comme il faudrait éventuellement accompagner, accueillir, contextualiser ses intérêts pour la transe. Donc c'est un petit peu, je dirais, alors l'image n'est peut-être pas très bonne, mais moi l'idée de la salle de shoot. On n'incite pas les gens à consommer, mais si ils veulent consommer, ben voilà, on leur donne des infos, on leur donne un cadre où ils peuvent le faire plus sainement, plus sécurément, de façon plus sécure. L'idée de Psychonautes, c'était pas de représenter juste un listing de trans et avoir que des cartes comme ça. En fait, on a la moitié des cartes du jeu sont des cartes issues du monde des trans, mais qui ne sont pas des dispositifs de trans en soi. Ça peut être, comme tu le disais, des obstacles ou des choses bénéfiques aussi qu'on peut rencontrer. Et l'idée, c'était de représenter vraiment tout un univers au-delà de simplement des dispositifs. et c'est un univers, du coup, et universitaire et grand public, puisque, par exemple, dans les freins, on a le comité d'éthique qui est nécessaire, mais qui, des fois, peut prendre longtemps. On en parlait tout à l'heure, c'est parce que ces démarches-là ont pris extrêmement longtemps que ça a laissé le temps de créer ce jeu. Pour un bien. 2 ans. Sur 3 ans de test, ça fait beaucoup. Quels sont justement, vous l'avez évoqué, quels sont les mécanismes de jeu utilisés pour induire une forme de transformation subjective chez les joueurs? Ah, c'est intéressant ça. Ouais, je dirais qu'on manque encore de recul. Oui. Parce qu'on est en train de faire découvrir le jeu dans plein d'espaces de médiation avec des publics très différents. Et on voit des choses, des interactions très différentes qui émanent de ça. Je pense notamment à quelqu'un qui est sorti de ce jeu-là en disant qu'elle n'aimait pas un certain aspect, c'est que ça lui faisait penser à ses expériences sous-psychédéliques et ses bad trips. Et elle se rendait compte que malgré le fait que par ailleurs elle a une formation en psychologie, elle n'avait pas travaillé, élaboré suffisamment toutes ces choses-là. Et je crois que ça lui a donné envie quand même d'en parler avec quelqu'un et de refaire un bout de chemin d'élaboration à plusieurs. Donc, mais elle l'a pas dit tout de suite devant les gens. Et effectivement, ça peut être un peu le danger. On sensibilise, mais les gens, quand ils sont déjà sensibles, ça peut être un peu réactionnel. Et c'est pour ça que pour l'instant, on pense le jeu comme vraiment à partir de 16 ans. Parce qu'on parle d'aspects, alors on a dit les drogues psychédéliques, c'est déjà des produits illégaux, il faut vraiment un peu repérer
où est la limite, mais on parle aussi d'autres dispositifs comme la torture ou de dispositifs associés à l'érotisme, comme le sexe tantrique ou le shibari, qui ont un usage érotique et sexuel, mais aussi vont tellement modifier le rapport au corps qui peuvent être accompagnés d'expériences exceptionnelles. Donc il faut savoir que ça va couvrir plein de domaines qui sont un petit peu sensibles, un peu délicats à travailler. C'est un jeu immersif et donc comment le jeu simule-t-il ou évoque-t-il ces états modifiés de conscience sans recours à des substances ou des techniques réelles? Alors, chaque carte de trance, en tout cas, est accompagnée d'un petit descriptif qui explique comment la trance prend forme en réalité. Et puis, notamment au niveau des cartes de dissuasion ou d'inspiration, qui concernent pas les trans en elles-mêmes, mais tout le monde qui les entoure, c'est ce que Renaud expliquait. On a toujours essayé de recréer des cartes qui vont dans le sens de ce qu'elles représentent. Je pense par exemple à une carte qui s'appelle la Nobelite, qui est cette maladie, entre guillemets, des prix Nobel, qui, puisqu'ils ont un prix Nobel, se mettent à parler de beaucoup de choses et surtout de ce dont ils ne connaissent rien, qui permet de dire à un joueur, eh ben, tu vas retirer telle carte et telle carte puisque je l'ai décidé, puisque je suis un prix Nobel. Voilà, on a essayé de retranscrire comme ça à travers les cartes, en restant dans le jeu des éléments réels. Il y a plusieurs mécaniques qui vont un peu là-dessus. Alors, on y travaille toujours. Il y a une mécanique, c'est que quand on déclenche une expérience, quand on pense avoir réuni les bons ingrédients pour atteindre l'objectif visé, eh bien, c'est la dernière action qu'on peut faire à notre tour. Parce qu'on ne va pas s'amuser à aller faire du shopping une fois qu'on est en transe. Et on le manifeste dans le jeu en empilant ces cartes et en les présentant aux autres, en montrant que là, on est hors zone, hors sol, donc on est vraiment plus dans l'interaction. Et on attend tout un tour que les autres joueurs jouent jusqu'à intégrer son expérience. Donc il y a vraiment une étape finalement qui aussi, ça va pas comme ça, c'est pas naturel, ça peut aussi passer à côté alors qu'on avait tout prévu, on pensait que ça se passerait bien, mais finalement la dose est pas bonne, les conditions sont pas réunies, il y a des pressions, il y a du stress. Et donc il y a peut avoir ces bad trips qui sont un moteur du jeu parce que un bad trip, bien sûr, c'est un échec, mais aussi une leçon qui va nous permettre peut-être de mieux réussir la prochaine transe. Et si on réussit, on a aussi un aspect qui s'appelle la pioche noétique et qui renvoie à cet aspect de psychologie transpersonnelle où on peut atteindre, grâce à ces trans, l'impression de goûter à des connaissances transcendantes, incroyables, des choses qu'on ne peut pas apprendre par soi-même à l'université, etc., mais qu'on va apprendre par l'expérience. Et donc, finalement, on récupère une carte nouvelle, on va aller chercher dans une pioche commune qu'on appelle le temple, voilà, et qu'on rajoute à notre jeu. Donc, il y a vraiment toute une idée d'étapes qui peuvent nous faire grandir, mais avec un certain nombre de périls qu'on encourt à manipuler tous ces objets, quoi. Quel profil de joueurs vous touchez? Des curieux, des étudiants, des patients, des thérapeutes? Alors pour l'instant, on a surtout eu des étudiants et des curieux. Je pense que c'est après l'idée est de pouvoir viser un grand public. À partir de 16 ans. Voilà, à partir de 16 ans, au regard des thématiques qu'on aborde, c'est vraiment n'importe quelle personne intéressée. Alors actuellement, avec les mécaniques qu'on a déployées, c'est un petit plus d'avoir déjà touché à certains jeux de société. C'est plus facile de comprendre comment jouer, mais derrière c'est vraiment ouvert à tout public, peu importe, parce que au-delà de l'aspect médiation et sensibilisation à toutes ces thématiques, ça reste aussi un jeu de société qui est jouable pour le plaisir de jouer à un jeu de société aussi. Oui, c'est important de préciser ça et ça fera l'objet d'une question que je vous poserai tout à l'heure. On y viendra. En jouant à Psychonautes, qu'est-ce que le participant comprend de lui-même ou des mécanismes de la conscience? Je pense que déjà, cette notion de biotique thanatique, elle bloque souvent. Les gens ont du mal à se dire qu'on a des cartes qui ont du coup des scores négatifs. On en a montré quelques-unes. Là, par exemple, je vous présente un psychomonteion. C'est une sorte de cabine de déprivation sensorielle. Donc, on est un peu coupé du monde au niveau sonore et visuel. Et il y a juste un miroir dans cette pièce. Et ce dispositif est utilisé depuis l'Antiquité pour essayer de communiquer avec les défunts. Il y avait des temples, on
qu'on appelle les nécromontaions. Et le psychomontaion, c'est une réhabilitation par des psychiatres et psychologues à partir des années 1990 de ce dispositif à des fins thérapeutiques. Mais le fait d'aller dans un truc négatif, de se couper du monde et de se concentrer sur les mentations, les pensées, les sensations, on se dit mais ça c'est important pour dégager une transe. Et bien en fait oui, ça peut donner lieu à des expériences très puissantes. Et donc c'est pas juste de la stimulation, ça peut être aussi de l'anti-stimulation, de l'inhibition, merci, qui peut amener ça. Après, c'est vrai qu'on demande aux joueurs de nous parler de leur vécu du jeu après les médiations. Beaucoup nous parlent des mécaniques qu'ils ont comprises, qu'ils n'ont pas comprises, sont plutôt amusés. Aujourd'hui, on a testé le jeu toute la journée avec plein de gens. C'était comment on peut l'acheter. Voilà, c'était donc nous on était contents. Oui, c'est très valorisant. Mais c'est du coup oui, c'est quelque chose qui m'intéressait ou qui m'intéressait pas, mais j'ai l'impression d'apprendre plein de choses en jouant à ce jeu. Et donc là, pour nous, c'est une partie du pari qui est quand même réussie parce que on a tout un manuel du psychonaute qui serait a priori fourni avec le jeu ou alors accessible sur Internet. Et ce manuel explique les ressorts, toutes les questions que vous nous posez sur l'arrière-plan théorique et les recherches. En plus des QR codes pour chacune des cartes, il y a vraiment un arrière-plan avec des références bibliographiques que les gens peuvent aller consulter par la suite. Donc, comme d'autres jeux universitaires qui ont parfois réussi à pointer le bout de leur nez dans le monde ludique, on espère qu'il y a un bout de connaissance qui circulera davantage grâce à tout ça. Vous voyez dans ce jeu un potentiel outil de prévention des dérives sectaires et peut-être pour favoriser un accompagnement psychologique, même des jeunes, dès le plus jeune âge, enfin des adolescents en tout cas, puisque vous parlez de 16 ans. Je pense que tout ce qui peut apporter de l'information participe de la prévention, puisque du coup, si on amène déjà ces éléments-là, ces dispositifs, les dangers, les freins qu'il peut y avoir, s'il y a de l'information qui circule, c'est déjà ça de gagner par rapport à ce qui pourra ensuite être transmis de manière biaisée dans, par exemple, des groupes de dérives sectaires. Donc l'information, le savoir, c'est ce qui peut prévenir au mieux. Et donc c'est quelque chose qu'on essaie de transmettre dans le jeu. Donc je dirais que c'est par cette manière-là que Psychonaut peut avoir peut-être un rôle à jouer. Et il faut pas se méprendre sur le fait que c'est forcément incitatif d'en parler. Justement, les générations ou les offres du marché vont beaucoup plus vite que les formations des universitaires, les réponses sociales. Je pense en particulier là récemment, le gaz hilarant, l'hélium, oxyde d'azote, etc. On va aller voir des générations de très jeunes, préadolescents ou adolescents qui se mettent des shoots de ça, puisque c'est accessible également en magasin, dans la Chantilly, dans des trucs, voilà. Mais les parents n'ont aucune idée de ce qui se passe. Les ados qui font ça le font par jeu, mais finalement, il y a des conséquences et des séquelles extrêmement graves sur le plan cognitif, etc. Et il faut que ce genre de choses puisse être connu. Et alors, l'aborder avec le sourire, l'aborder avec le jeu, c'est quand même l'aborder. Voilà. Et si ça peut permettre de faire certaines connexions, on envisage éventuellement de peut-être retravailler un peu le jeu pour le présenter à un public encore plus jeune. Voilà, peut-être un peu édulcorer certains aspects, mais au moins que ça puisse peut-être circuler dans des milieux où il faut quand même sensibiliser à tous ces aspects, quoi. Du point de vue des avertissements sur le jeu, est-ce que vous avez rencontré des limites ou des risques à faire vivre ces expériences de manière ludique, par exemple la crainte de réactiver des traumas chez des personnes? C'est toujours un risque. C'est toujours un risque, mais en fait, je pense que on a des collègues qui font des jeux sur l'éducation sexuelle et qui font aussi un jeu de société qui peut être acheté dans le commerce, etc. Bon, le problème, c'est que sur l'éducation sexuelle, on peut réveiller énormément de traumas également. Mais est-ce qu'il faut pour autant ne pas parler, ne pas faire d'éducation à la sexualité? C'est toujours un dilemme. Là, en l'occurrence, il y a des avertissements légaux qui sont donnés, notamment dans le manuel. Après, la plus grande crainte qu'on ait pour nous, c'est
qu'on n'interprète pas bien notre démarche. Et notamment au niveau de l'université, je veux dire, soutenir un truc qui serait sur les trans, qui frôle le paranormal, etc. C'est quand même assez louche. Mais derrière, il y a un arrière-plan. C'est que, enfin, moi, personnellement, ça fait 20 ans que j'étudie ces sujets, que je publie des articles, des livres, que j'essaie de transmettre mon savoir au plus grand nombre. Ça, c'est un moyen de plus de montrer où on en est des recherches. C'est pas le seul. Voilà, c'est pas comme si ma petite lubie, ma petite croyance personnelle est transitée par ce biais-là. C'est vraiment à chaque fois appuyé sur un certain nombre de travaux, pas que les miens en l'occurrence. Oui, puis ça rejoint aussi ce qu'on évoquait tout à l'heure sur la question d'un témoignage d'une participante au jeu. Quand bien même ça pourrait réactiver certaines expériences, au moins ça pourrait être l'occasion de mettre au travail ces expériences-là, puisque si le jeu fait réémerger des choses, c'est qu'il y a peut-être des choses à travailler et donc l'occasion du coup d'aller voir un professionnel, quitte à ça nous est pas arrivé, mais pouvoir nous en parler si c'est pendant une partie de médiation et que nous on puisse aussi réorienter à travailler ces questions-là. Et l'important, c'est ce qu'on répète aussi, c'est ouvrir la parole, lever un peu les tabous. Et ça peut, alors oui, avoir des fois des effets secondaires un peu inattendus et pas confortables, mais à terme, en levant la parole, l'idée est de pouvoir amener malgré tout des bénéfices ou au moins une mise au travail. Est-ce que ce jeu pourrait aussi, selon vous, changer le regard du public sur les états modifiés de conscience, souvent associés à ce qui est ésotérique? Oui, je pense. C'est aussi une de ses missions en fond, c'est de pouvoir changer un petit peu un regard qui est parfois biaisé par manque de connaissances et pas toujours bienveillant sur des choses qui existent en fait déjà, qu'on ne fait que mettre en lumière. Voilà, on apporte des connaissances fondées, scientifiques et relativement quand même étayées sur des phénomènes qui existent déjà. Donc oui, je pense qu'on peut à terme changer un petit peu les Oui, choses à la en fait, prochaine. c'est difficile de répondre parce que ça nous paraît presque trop ambitieux, au sens où il y a une centaine de personnes qui ont joué à Psychonautes pour l'instant. Hein. Ouais. On est vraiment au tout début. Ça a été notre petit labo et notre grand plaisir à nous, parmi tous les trucs qu'on aime bien créer autour du monde de la recherche. De là à dire que ça va changer la face du monde, bon, on verra. Si, Hein. quand on aura des millions d'exemplaires. Hein, c'est ça, ouais. Oui, en tout cas, ça ouvre le débat là-dessus, ça ouvre la parole et ça lève les tabous et c'est une très très bonne chose. Est-ce qu'à votre connaissance, il y a des personnes qui ont vécu des expériences extraordinaires en jouant? Alors, vous parlez d'une centaine de participants déjà. Est-ce que vous avez eu des témoignages de personnes qui vous disent tout d'un coup, je suis sortie de mon corps, enfin, j'ai vécu Alors ça, Pas sur les parties que j'ai animées. non, Non, faut c'est pas arrivé encore. Il y en a qui partagent des vécus. Ah, Il y en a ça. qui peuvent dire, ah bah oui, moi, en voyant la carte, ah bah ça me rappelle quand j'ai pris telle substance, quand j'ai fait telle expérience. Ouais, on joue et on s'arrête 5, 10, 15 minutes parce que c'est le moment où, hop, ça prend, quoi. Mm. Ça m'est arrivé en direct. Mm. C'est toujours des souvenirs, des vécus assez. Et l'avenir alors pour ce jeu? Parce que là, moi, comme ça, mais déjà, avant de vous recevoir, j'avais très envie de l'acquérir. Bien évidemment, j'ai regardé partout pour savoir s'il existait, s'il avait déjà été édité. Et aux déceptions, je ne l'ai pas trouvé. Mais peut-être qu'il y a un projet et vous allez pouvoir nous dire... Vous l'avez découvert très tôt en même temps. Oui, Voilà. Alors, le projet a quasiment un an. À cette heure-ci, quand même, les premières pierres ont été posées il y a à peu près un an. Mais en fait, c'est très naissant encore, même en un an comme projet. Il y a une volonté à terme de pouvoir le commercialiser pour pouvoir le diffuser et que les gens puissent y jouer. Mais ça demande encore beaucoup de travail, beaucoup de retravail sur certaines cartes. Et puis, c'est un milieu qui est pas facilement accessible, l'édition de jeux de société. Il faut pouvoir convaincre un éditeur, le séduire et lui montrer que notre jeu est bien, ce qui est pas forcément évident. Et donc, de ce côté-là, on a beaucoup testé, et même auprès de public, il y a une association de créateurs de jeux de société qui nous a fait plein de retours très efficaces. Et en fait, à chaque partie qu'on fait,
nous, on se dit, tiens, on pourrait peut-être rajouter ça, peut-être il y a un tel truc qu'on n'aurait pas pensé. Donc, on sent qu'on est encore dans la période de développement. Il y a beaucoup de choses qui sont stabilisées, mais pendant très longtemps, on a testé différents types de règles. Et encore tout à l'heure, je leur ai fait une nouvelle variante. Mais ça montre qu'il y a un vrai potentiel et il faut trouver la meilleure articulation. Et pour ça, l'Université de Lorraine nous aide énormément parce que on bénéficie d'un accompagnement professionnel. Il se trouve que l'université a engagé un game designer, quelqu'un qui vient d'une boîte de jeux de société, pour renforcer ce qu'on appelle la ludopédagogie, donc à quel point les enseignants peuvent introduire du jeu dans leurs cours, des choses qu'on fait déjà nous, mais aussi pour médiatiser leurs recherches. Et donc, on va bénéficier de cet accompagnement et il y a plein de petits trucs qu'on veut rajouter. Donc là, on est au 3e prototype. On aimerait avoir une version vraiment très propre. On aimerait avoir des jetons, des pièces avec un design qu'on a créé nous-mêmes, qu'on pourrait fabriquer avec ce qu'on appelle des Fab Labs. Ouais. Donc, on a encore le potentiel de trouver sur quel format on propose le jeu. Parce que là, effectivement, on pourrait ne s'arrêter qu'à avoir plein de cartes. Mais c'est vrai que manipuler du matériel, c'est intéressant. Après, quand on manipule le matériel, il y a un coût de la création de la boîte, du matériel. Qu'est-ce qui sera le plus avantageux à terme? Qu'est-ce qui est absolument nécessaire comme matériel? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Ça, c'est des questions qui doivent se poser. Et puis, il y a aussi plein de possibilités. On nous a dit que le jeu était intéressant. Il y a plein de gens comme ça qui montrent de l'enthousiasme et ça nous fait vraiment plaisir. Les étapes qui sont devant nous, c'est si on n'arrive pas à convaincre un éditeur qui serait là à la voie royale, est-ce qu'il faut qu'on s'auto-édite en bénéficiant de subventions? Est-ce qu'il faut qu'on trouve un moyen, par exemple, aussi de numériser ce jeu pour le rendre accessible sur des plateformes comme Board Game Arena où il y a plusieurs intérêts. Il y a un intérêt de toucher un public extrêmement large, des milliers et des milliers de personnes, alors que là, je vous dis, une centaine seulement ont pu jouer. Ouais. Et quand on touche des milliers de personnes, c'est aussi des milliers de personnes à qui on renvoie les informations sur les QR codes, sur les recherches. Et donc, nous, pour notre but de médiation, on touche plus de gens. Donc, ça a quand même cet intérêt. Et derrière, si le jeu peut aussi fonctionner sur un plan numérique et trouver son succès, ce sera plus facile derrière de convaincre aussi un éditeur sérieux qu'il faut le sortir en réel. Oui, c'est plus facile aussi pour les mises à jour. Est-ce qu'il y a possibilité de faire des déclinaisons, un atelier thérapeutique, des formations professionnelles? Par exemple, Supriniro est situé en Gironde, en Nouvelle-Aquitaine. Si, par exemple, on voulait organiser des sessions de jeux, alors comment on fait? Comment ça se passe? Vous avez envisagé? Mais pas du tout, je crois. Non, pour l'instant, c'est vrai que toutes les parties qui ont été faites, il y a toujours au moins un ou trois, si ce n'est les trois, pour superviser. Non, en fait, c'est pas du tout quelque chose qu'on a envisagé pour l'instant. On est dans la rencontre. On est dans la période où, tiens, on a des retours, on nous dit ça nous fait réfléchir et on rencontre plein de publics différents. Par exemple, on a été dans un café bruyant pour essayer d'expliquer le jeu à des personnes d'une moyenne d'âge de 65 ans, voilà. Et du coup, on s'est rendu compte de certaines difficultés, que ça se passait pas aussi bien forcément. Pour une formation professionnelle, il faudrait rechercher des compétences particulières. Je pense que le jeu, il a une thématique très forte qui peut déclencher plein de discussions. Il a une mécanique qui est très ludique, mais peut-être parfois un peu stratégique, un peu technique. C'est pas le jeu le plus facile d'accès forcément, puisque les cartes peuvent amener comme ça à se poser plein de questions, à optimiser ses choix. Donc pour l'instant, je sais pas s'il sert à la formation en tant que tel. Oui, il sert plus à l'information qu'à la formation. Et du coup, je pense qu'à terme, quand il sera terminé et qu'on sera dans des démarches potentiellement d'édition, oui, là, ce sera possible de le diffuser et après que d'autres personnes l'utilisent pour faire des parties, même en termes de médiation ou d'information auprès du public. Du coup, pour des associations qui seraient intéressées d'organiser des événements de jeu comme ça. Mais ça, ce sera peut-être un peu plus tard, du coup, dans les phases d'avancée du jeu. Alors, Supriniro se pose là, hein, si vous prévoyez, voilà, on est ouvert pour accueillir une session jeu et organiser ce genre d'activité ludique et intelligente et pédagogique sur ces sujets-là. Je vais vous laisser le mot de la fin. En même temps, je vais vous poser la dernière question.
Donc, vous avez chacun un petit mot de la fin, je pense, dans votre domaine de compétences. Également, vous pouvez parler, je vais citer les livres, votre bibliographie, Renaud, à la fin, à laquelle je vais citer, donc les spectateurs pourront voir votre bibliographie. Également, avec Marine Mutif, vous avez coécrit un ouvrage en 2024, je crois. C'est ça, hein, voilà. Donc Plus ancien, mais plus ancien, mais 2023, ça devait être 2022 plutôt. 2022. Voilà. Ouais. Après, on a eu d'autres chapitres d'ouvrages, mais c'est pas des ouvrages que nous on a écrits. Voilà. Bientôt, il y aura le grand manuel de parapsychologie, notamment co-dirigé par Renaud. Oui. À sortir chez Duno et qui va être un ouvrage de 600 pages. Je suis en train de corriger les. Waouh! Et là où il y a vraiment. Là, c'était un grand défi. Ça nous a pris 3 ans. Il y a beaucoup de travaux scientifiques en parapsychologie. Alors que le mot parapsychologie, c'est un mot qui entraîne beaucoup de confusion, parce que des gens se disent parapsychologues parce qu'ils pratiquent la voyance ou ont des dons, etc. Et là, en fait, on essaie d'amener tous les angles d'attaque, historiques, cliniques, psychologiques, philosophiques, et surtout aussi expérimentaux de recherche sur ces sujets. Donc, on a des projets éditoriaux qui vont encore voir le jour. Ça fait partie de notre activité universitaire classique. Oui. Alors, je vais mettre pour notre public la référence vers la conférence que Marine a donnée l'an passé, donc concernant la lucidité terminale. Nathan, je crois que vous faites une thèse qui porte le nom de Le casque de Dieu. Vous voulez en dire 2 mots? Exactement. Alors, je vais chercher la carte. Ouais, le casque de Dieu, c'est un casque qui a été développé dans les années 90 par des Canadiens. Qui envoie des micro-champs électromagnétiques au niveau des lobes temporaux. En fait, on rentre dans le champ des expériences exceptionnelles induites, c'est-à-dire qu'après avoir étudié en fait pendant des années, même ici à Nancy, des expériences exceptionnelles spontanées, et les gens se présentaient à nous en disant j'ai vécu ça, on en parlait. On est dans une mouvance, c'est-à-dire on essaye de reproduire des expériences exceptionnelles. Et ce casque qui diffuse des micro-champs électromagnétiques aurait la capacité de recréer des expériences exceptionnelles, mais c'est soumis à beaucoup de controverses et on va essayer un petit peu de trouver le vrai du faux dans toute cette histoire. Supriniro, c'est une association qui œuvre pour rendre culturelle et citoyenne la prévention du suicide, notamment en apportant un axe réflexif sur la conscience. Donc, il y a une partie pédagogique sur les sources et les ressources, sur la prévention du mal-être, mais surtout sur ce domaine de la conscience que vous étudiez. Est-ce que ce jeu pourrait être utilisé alors, puisqu'on intervient, nous, on se positionne en amont des premières pensées suicidaires, en réalité. Hein, c'est ce qui nous distingue des autres associations de prévention du suicide, enfin, en tout cas culturellement. Et est-ce que ce jeu pourrait apporter quelque chose par rapport à ce positionnement? Il y a. Enfin, là, je pense quand je vous entends, moi, je pense à la kétamine. La kétamine, qui actuellement en France est utilisée comme un anesthésiant tout à fait classique, mais qui a aussi des propriétés en termes d'antidépresseurs. Depuis 2019, aux États-Unis, il est délivré de ce type-là. Il y a des cliniques de la kétamine, il y en a une centaine dans tous les États-Unis. Et notamment, il a un avantage sur tous les autres antidépresseurs, c'est qu'il est très puissant pour abattre les idées suicidaires. Et donc, je dis ça sous couvert de nombreuses recherches scientifiques qui viennent démontrer ça. Je sais que récemment, j'étais dans un protocole expérimental dans un hôpital psychiatrique en région parisienne pour justement des dépressions résistantes qui ont déjà du coup tenté d'être traitées par 2 familles de médicaments antidépresseurs avec un échec complet, proposer de la kétamine avec des sessions de psychothérapie assistée par la kétamine, un protocole qui vient de Montréal, qui est déjà très bien cadré. Eh bien, la recherche a pas commencé et elle a coulé avant même de débuter, alors qu'il y avait une grande partie de l'équipe médicale, même une partie de l'équipe administrative qui était partante. Et je me dis, mais c'est fou, on n'y arrive toujours pas en France à aborder éventuellement ces possibilités thérapeutiques
parce qu'on a une peur de la transe. Alors la kétamine, ça provoque des expériences qui sont les plus apparentées à l'expérience de mort imminente. Et on pourrait avoir peur de l'expérience de mort imminente aussi. Or, l'expérience de mort imminente, des millions de personnes la vivent chaque année, et on commence à connaître un peu les rouages psychiques. Donc je me dis, mais il y a plein de choses qui pourraient avoir des possibilités d'application thérapeutique où on ne va pas, où on n'autorise même pas les chercheurs à faire les recherches pour des raisons en fait culturelles, sociales et non pas fondées scientifiquement. Donc, c'est le mot de la fin que je vais vous laisser après cette dernière question. Si vous deviez décrire le message central que vous souhaitez transmettre avec Psychonautes, ce serait lequel? Allez, je vous écoute à tour de rôle. Moi, je dirais que ce serait que c'est possible de faire des recherches universitaires sérieuses sur les sujets des expériences exceptionnelles de la parapsychologie et que c'est pas forcément du domaine de l'ésotérique, du développement personnel. Hmm. Moi, je vais te rejoindre en prenant un peu le contre-pied en disant que c'est pas forcément non plus parce qu'on vient du monde universitaire qu'on est dans une espèce de tour d'ivoire et qu'on est inaccessible, bien au contraire, et qu'on a aussi normalement cette mission de faire le pont avec le grand public et entre les recherches scientifiques menées dans le monde universitaire et ce que vivent les gens au quotidien, en fait. Et moi, mon mot de la fin, ce serait, ce serait que on aura beaucoup avancé, dont on aura tous appris à jouer avec ces questions-là, avec les questions des trans, des expériences exceptionnelles. Autant nous, les scientifiques, qui sont très crispés, autant les gens qui vont le travailler soit spontanément, soit dans des milieux un peu louches. Et là, si on arrive à prendre le recul, à critiquer, à discuter, voilà, à jouer avec, je pense que c'est vraiment un bon projet. Les prochaines sessions de jeu, vous donnez les dates, le lieu. La prochaine, alors, Eh ben, il y en aura une au Festival des Anomalies à Mont-Blanc, justement. 26-27 avril. Donc à nouveau en Lorraine, 27, Ouais. 27 avril, c'est un peu là notre fief. Oui, de toute façon, ça va être que autour de Metz et de Nancy. On a le 1er avril à Metz, à la MJC des Quatre Bornes, l'après-midi. Le lendemain, le 2 avril, à Thionville, au lycée Saint-Pierre-Chanel. Saint-Pierre-Chanel, merci, heureusement que tu viens de là-bas. Et puis encore le surlendemain, le 3 avril, à Nancy, à la BU du campus Artem, l'après-midi également, où on animera des tables de jeu. Voilà, on se promène un petit peu, mais maintenant, Nathan a eu son autorisation éthique, donc il va quand même essayer de faire sa thèse aussi. Hein. C'est fini la récréation. Ouais, voilà. C'est pour contacter, c'est l'université de Lorraine. Oui, c'est ça, si vous voulez suivre notre actualité gratuitement, le laboratoire Interpsy a une newsletter, a aussi une page LinkedIn, et du coup, il n'y a pas que nous, hein, vraiment, on est quelques chercheurs de cette équipe, mais vous avez plein d'infos et vous pourrez suivre les prochaines disponibilités, les prochains projets qui vont sortir. Et puis à terme, l'association Anomalie devrait aussi développer son site internet et beaucoup plus d'informations facilement trouvables sur le net à terme. Et voilà, pour tous les publics. Je mettrai toutes ces informations dans la description. Renaud, Marine, Nathan, je vous remercie beaucoup de ce temps que l'on a partagé ensemble sur ce projet, moi qui m'enthousiasme beaucoup. Dès que le jeu est disponible, faites-le savoir, que l'on diffuse l'information. Je vous souhaite vraiment de trouver un éditeur et un support pour pouvoir le diffuser. Félicitations, parce que voilà, moi j'admire votre travail et très sérieux et voilà, j'engage tout le monde à être curieux et à en savoir davantage sur vos travaux. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation. En créant Psychonautes, ces chercheurs ont relevé un défi audacieux, rendre accessible et vivant un domaine encore trop souvent cantonné au mystère. À travers le jeu, ils nous rappellent que ces états exceptionnels, loin d'être anecdotiques ou pathologiques, font pleinement partie de l'expérience humaine. Cette rencontre ouvre la voie à une réflexion plus large sur la manière dont la science, le jeu et l'exploration de la conscience peuvent dialoguer pour changer notre regard sur l'invisible et l'inexpliqué. Un grand merci à Renaud Évrard, Marine Mutis et Nathan Ulry de nous avoir ouvert les portes de cet univers fascinant et à vous, peut-être, d'oser un jour endosser le rôle de psychonaute.
Dites-moi en commentaire si vous seriez prêt vous aussi à devenir psychonaute.